Salut la jeunesse! Mesdames et messieurs, bienvenue! Aux enfants de la patrie. Pourquoi arrêter de boire jusqu'aux élections? C'est une folie. Cette lasagne institutionnelle, lasagne institutionnelle, cette lasagne est devenue un peu indigeste. La dernière fois, on s'était penché sur la question du rôle du gouvernement et de sa formation. Cette fois-ci, on va s'intéresser au rôle du roi, de notre souverain, de notre monarque, j'ai nommé Philippe de Belgique. Mais de quoi on va parler exactement? Eh bien, je vous le donne en mille. On va se demander, tiens, pourquoi est-ce que la Belgique, c'est une monarchie constitutionnelle et c'est pas une république? C'est quoi exactement les pouvoirs du monarque? Est-ce que le monarque, c'est pas aussi un gros papillon orange? Vous allez le voir dans quelques instants. Beaucoup de questions, mais aussi bientôt beaucoup de réponses, sauf qu'on ne peut pas parler de tout ça sans revenir un petit peu sur l'histoire belge. C'est un truc que tout le monde sait, la Belgique, elle est née en 1830. Sauf que en 1830, quand la Belgique elle est née, il y a un petit peu eu les questions de tiens, quelle est la forme que va prendre la Belgique? Évidemment, parler de république dans ces années-là, c'était quelque chose qui crispait énormément toutes les puissances européennes. Alors du coup, il y a eu un vote avec les leaders de l'époque pour se dire tiens, quelle est la forme que la Belgique va prendre? Eh bien, à 174 voix pour et à 13 voix contre, il y a eu 174 voix qui ont donné la forme de monarchie constitutionnelle à la Belgique et 13 qui voulaient que ce soit une république. Donc c'est pour ça qu'on est une monarchie constitutionnelle. Tout petit rappel rapide, monarchie, ça veut dire que la personne qui dirige est un monarque. Monarque, donc un roi ou un jour une reine pour nous, puisque l'héritière du trône en Belgique est la princesse Elisabeth. Constitutionnel, ça veut dire que les pouvoirs du monarque sont limités par la Constitution et que donc nous ne sommes pas dans une monarchie absolue. Mais vous vous en doutez bien, c'est pas parce qu'on a défini le fait qu'à cette époque-là qu'on était une monarchie constitutionnelle qu'on avait directement un monarque. Donc il a fallu aller chercher un roi quelque part. Et moi je vais vous raconter comment est-ce qu'on a été le chercher. À cette époque, on a d'abord pensé, il y a d'abord une personne qui a été proposée, et ben c'était le duc de Nemours, qui était le fils du roi de France Louis-Philippe. Pour beaucoup de raisons que je vais vous passer parce que franchement c'est quand même compliqué, le duc de Nemours n'a pas été accepté comme roi. Alors ils se sont dit tiens, quel est le candidat que nous on va proposer? Ils ont été chercher dans les différentes cours européennes et ils ont trouvé un candidat qui faisait vraiment bien le taf. Ils ont trouvé le fils du duc régnant de Saxe-Cobourg, j'ai nommé Léopold de Saxe-Cobourg. Léopold de Saxe-Cobourg c'était un bon candidat pour plein de raisons parce qu'il était apprécié par la plupart des cours en Europe, en Angleterre, en France. Il était un petit peu apprécié partout et c'était d'ailleurs tellement un bon candidat que pour tout vous dire, on lui a même proposé de devenir roi de Grèce avant de devenir roi de Belgique. Et devenir roi de Grèce, en fait, le mec il a tout simplement dit non, que ça ne l'intéressait pas, parce que c'était trop instable. Et donc en fait, il a carrément refusé une royauté, on n'a pas la même vie. Donc le gars refuse peut-être dans le plus grand des calmes le royaume de Grèce, mais accepte de devenir roi de Belgique. Et c'est ainsi que le 21 juillet 1831, Léopold de Saxe-Cobourg prête serment comme premier roi des Belges. Vous remarquez, je dis toujours roi des Belges et pas de roi de Belgique, avant de devenir roi de Belgique, parce qu'en Belgique, le monarque règne sur le peuple et pas sur le pays, parce que sinon ça donnerait l'impression qu'on est une monarchie absolue, ce qui n'est pas le cas. Au XIXe siècle, durant les premières décennies d'existence de la Belgique, les pouvoirs du roi étaient considérablement plus étendus qu'aujourd'hui. Et donc ils se sont considérablement réduits. Parce qu'avant le roi avait des pouvoirs informels, les conseillers l'écoutaient à la cour, il avait vraiment un pouvoir en coulisses que finalement maintenant il a de manière bien moins considérable. Mais quand on parle des pouvoirs du roi, il y a un article de loi qui est extrêmement important et dont il va falloir que je vous parle très rapidement. L'article dont je veux absolument vous parler, c'est l'article 33 de la Constitution. Pour rappel, la Constitution, c'est le texte fondamental le plus important de la Belgique puisque, par exemple, il définit la forme de notre pays, celle des institutions ainsi que les libertés des citoyens et des citoyennes. Eh bien cet article 33, il dit quelque chose de fondamental. Il dit ceci: tous les pouvoirs émanent de la nation. Et de rajouter par-dessus le marché que ces pouvoirs sont exercés de la manière établie par la Constitution. Ça a le mérite d'être clair. Ce n'est pas le roi qui détient les pouvoirs décisionnels, c'est bien la nation. Donc le roi règne, mais ne gouverne pas. Subtil. Tant qu'on parle de la Constitution, je vais vite fait dire un truc, c'est
que c'est la Constitution qui consacre les pouvoirs du roi. Et que dans la Constitution, le mot roi veut dire parfois deux choses différentes et je vais vous expliquer lesquelles. Dans la Constitution, le mot roi peut être utilisé pour parler soit des pouvoirs personnels du roi, en tant qu'individu, ou des pouvoirs du gouvernement fédéral qui est aussi appelé roi dans la Constitution. Pour les cas des articles qui traitent des pouvoirs personnels du roi, on peut mentionner l'article 96 qui traite de la nomination ou de la révocation des ministres, tout ça au niveau du pouvoir fédéral, bien entendu. C'est donc, comme on en a déjà parlé dans la vidéo précédente et on en reparlera dans la suivante, un des rôles clés du roi que de nommer et révoquer les ministres, notamment durant le processus de formation du gouvernement fédéral. Dans les cas où il est question du roi dans la Constitution comme synonyme du gouvernement fédéral, eh bien il peut être intéressant de citer l'article 63 qui permet au roi, donc au gouvernement, de répartir le nombre de sièges entre chaque circonscription électorale. C'est important de comprendre que le roi est théoriquement le chef de l'exécutif, mais que dans les faits, il ne fait qu'accepter les textes qui sont proposés, à savoir il ne fait que promulguer et sanctionner. Promulguer, c'est reconnaître l'existence d'une loi et en ordonner son exécution. Donc c'est un acte exécutif. Sanctionner, c'est donner son accord à une loi qui a été décidée. Donc c'est un acte législatif. Mais, et là vous l'aurez sûrement remarqué, si le roi doit donner son accord pour qu'une loi, finalement, pour qu'une loi existe, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il a quand même pas mal de pouvoir et donc il a le pouvoir de dire non? Oh non, Annie. Oh, je me demande si c'est pas son fantôme. C'est vrai qu'il y a le... Non! Eh bien oui, le roi a le pouvoir, l'énorme pouvoir de dire non. Et d'ailleurs, quand ça arrive et quand le roi dit non à une loi, ça crée un sacré foutoir, si vous me passez l'expression. C'est arrivé une fois particulière, une fois qui est mémorable dans l'histoire de la Belgique, et je vais vous raconter cette anecdote énorme politique. On est en 1990, je vous raconte en 20 secondes. Le roi Baudouin, qui est très catholique, refuse à ce moment-là de signer une loi qui dépénalise l'avortement, une loi qui avait pourtant été proposée par son gouvernement. Pourquoi est-ce qu'il refuse de la signer? Parce qu'il est très catholique et parce que ça va à l'encontre de sa conscience, ça va à l'encontre de sa morale personnelle et il dit « Je suis un citoyen comme les autres » dans une lettre qu'il écrit et qu'il montre à la population. Je suis un citoyen comme les autres et je devrais avoir le droit de ne pas prendre des décisions qui sont contraires à mon éthique. Vous comprenez bien, c'est un énorme coup de tonnerre politique parce que ça veut dire que pour la première fois, le roi qui est censé ne pas avoir le pouvoir d'interférer sur les décisions du Parlement, les décisions du gouvernement, le roi dit non et donc refuse de signer une loi. Donc c'est un coup de tonnerre politique. Kortom, ik vrees dat het ontwerp een gevoelige vermindering inhoudt van de eerbied voor het leven van de zwaksten. U zult dan ook begrijpen waarom ik bij die wet niet betrokken wens te worden. Vous imaginez bien, le gouvernement il est super embêté. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Ils vont parler avec le roi et ils vont trouver ce qu'on peut appeler une entourloupe constitutionnelle. Ça signifie qu'ils vont aller chercher un article dans la Constitution pour mettre le roi, comme on appelle, en incapacité de régner, avec l'accord du roi. Mais le mal était fait. Le roi, en ayant refusé d'assumer les responsabilités que lui conférait la Constitution, avait semé le doute plus que sur sa personne, sur la royauté dans son entièreté. Ik heb nooit verwacht dat de dag na, of 2 dagen na het aannemen van de abortuswet in de Kamer, ik een brief krijg, gedateerd 30 maart 1990, waarin de koning zegt dat hij de wet niet zal ondertekenen. En dan heeft zich een periode ontwikkeld van een kleine week, die ongelooflijk intens was en vol zorgen was. Si je parle de cet épisode, c'est parce qu'il représente bien la complexité du rôle du roi. En même temps, le roi n'a plus beaucoup de pouvoir formel dans le quotidien du pays, mais il jouit toujours d'une influence assez considérable, constitutionnelle d'un côté, et symbolique dans son influence au sein de la politique du pays. La Belgique est considérée, comme j'ai pu le comprendre dans un entretien passionnant avec le CRISP, la Belgique est considérée comme une des monarchies constitutionnelles ayant le plus de pouvoir en Europe. Intéressant, n'est-ce pas? D'ailleurs, il est toujours difficile de savoir ce qui se dit et de connaître son influence réelle parce que ce qui se dit entre lui et ses ministres est à huis clos. Il n'y a pas de PV ou de compte rendu qui sont pris, donc c'est toujours difficile de savoir exactement ce qui se dit entre le roi et les ministres et le monde politique. C'est vraiment mieux. On s'arrête ici parce qu'on a décidé de faire des formats plus courts, mais dans le prochain épisode, vous aurez des exemples très concrets et beaucoup plus structurés et segmentés du rôle exact du roi dans le monde politique belge.
Évidemment, avant de terminer cette vidéo, je me dois de remercier nos partenaires du CRISP et particulièrement Caroline Sagesser et Benjamin Billard qui m'ont accordé un entretien passionnant duquel je tire une bonne partie des informations qui ont composé cette chouette vidéo. Et un big up évidemment au Centre InfoJeunes qui constitue notre noyau, notre base et notre raison d'exister. Merci à eux pour leur soutien indéfectible. A ciao, bonsoir, hasta la vista.